Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors avec les événements en Ukraine, il est bon de revenir à chaque fois sur la série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski. Brzezinski, son ouvrage qui est intitulé Le Grand Échiquier, l'Amérique et le reste du monde. Brzezinski qui a été, je le rappelle, conseiller du président Jimmy Carter des États-Unis. Alors ce chapitre-ci, il a intitulé Grande option et défis à venir. On va voir si ces prévisions sont exactes. Il pose la question, quel type d'unité européenne est les faveurs de l'Amérique et comment l'encourager? Bon, on a vu l'unité européenne, c'est l'Union européenne, qui est une puissance économique. Voilà. Quel profil la Russie pourrait-elle adopter qui préserve au mieux les intérêts américains? Mais pourquoi est-ce que la Russie va aller chercher à préserver les intérêts américains? Qu'est-ce que la Russie veut aller, qu'est-ce que l'Amérique veut aller chercher en Russie? Voyez, c'est ça le problème. Ils veulent que d'autres préservent leurs intérêts. Non, chacun préserve ses intérêts. On a vu dernièrement la déclaration du pape François qui a été censurée par tous les médias mainstream. Parce que parlant des causes de la guerre en Ukraine, il a dit, mais l'OTAN, vous êtes allé aboyer jusqu'aux portes de la Russie. C'est le terme d'ailleurs qu'il a utilisé. Il dit, vous êtes allé aboyer jusqu'aux portes de la Russie. C'est ça la cause de la guerre. Bon. Mais ils ont passé ça sous cette déclaration sous silence. Dans quelle mesure de nouveaux Balkans peuvent-ils apparaître au centre de l'Eurasie et comment l'Amérique peut-elle minimiser les risques d'explosion? Ils parlent de nouveaux Balkans, cela veut dire quoi? Ils veulent que des républiques soient sectionnées, soient balkanisées, soient réduites, que les dimensions soient réduites. Et c'est ce qui s'est passé concernant la Yougoslavie. Vous voyez? C'est ça le problème. Et la Yougoslavie a éclaté. Hein? Qu'est devenue la Yougoslavie? Plusieurs républiques sont sorties de la Yougoslavie. La Yougoslavie a disparu. Il y a la Serbie, il y a la Macédoine, hein? Il y a, comment on appelle ça, la Croatie, la Slovénie, hein, etc. La Yougoslavie a disparu. Et même maintenant, au sein maintenant de la Serbie, ils ont tout fait pour créer le Kosovo. Donc vous voyez que les Américains, c'est eux, avec l'OTAN, et d'ailleurs ils ont bombardé Belgrade. Hein? Ils ont, vous voyez que déjà c'était, vous voyez que chose, Brzezinski en parle, balkaniser l'Eurasie. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait en sorte que la Yougoslavie éclate. Et que la Serbie perde le Kosovo et que le Kosovo soit une autre république qu'eux ils ont reconnue. Hein? Et qui est contrôlée par des Albanais. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Quel rôle la Chine doit-elle être encouragée à adopter en Extrême-Orient et quelles en seraient les conséquences pour l'Amérique, mais aussi pour le Japon? Voilà. Quelles nouvelles coalitions sont susceptibles de se former sur le continent? Parce qu'il faut dire que les rapports entre la Chine et le Japon restent mauvais. Parce que le Japon a agressé la Chine, tué près de 300 000 personnes. Hein? C'est massacre en Chine. En une journée à Canton, ils ont tué près de 30 000 personnes. 30 000 personnes tuées à Canton. Vous voyez? Et puis ils ont voulu sectionner la Chine en créant la fausse république du Manchukuo. Hein? En Mandchourie qui fait partie de la Chine. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que les rapports entre la Chine et le Japon n'ont jamais été de bons rapports parce que le Japon n'a jamais présenté ses excuses, hein, pour ses crimes en Chine. C'est ça la vérité historique. Quand on parle de la vérité historique, les gens ne veulent pas voir cela, ils cherchent des échappatoires. Non, mais la vérité historique, on ne peut pas y échapper. Il y avait même celui qu'ils appelaient la cellule 731, je crois, où ils faisaient des expériences grandeur nature de médecine sur des Chinois. C'est-à-dire que si on veut voir comment le typhus, la fièvre typhoïde évolue, on inocule, hein, le virus de la fièvre typhoïde à un Chinois et puis on voit son évolution. Voilà ce que les Japonais ont fait en Chine. Ils ont commis beaucoup de crimes. Sans compter ce qu'ils ont fait en Corée. Hein, sans compter ce qu'ils ont fait en Corée.
Ils ont appelé les femmes de consolation où les militaires japonais violaient les femmes coréennes. Voilà les faits. Voilà. Faut-il prendre la rhétorique officielle au pied de la lettre? En pratique, l'attitude des États-Unis a manqué de clarté et de logique. Washington souhaite-t-il sincèrement traiter des affaires mondiales d'égal à égal ou préfère-t-il une alliance moins équilibrée? En fait, même ils ne veulent même pas d'alliance, ils veulent dominer. C'est ça le problème. Sur ce point-là, je pense que Brzezinski se trompe. Ils ne veulent ni d'alliance, mais en fait, les alliés là doivent être des sujets en fait. Et c'est ce qu'ils ont fait derrière de l'Union européenne. C'est ce qu'on voit avec cette affaire ukrainienne. On voit que l'Union européenne n'a pas une position propre. Et que c'est ce que les États-Unis disent que l'Union européenne suit. Voilà les faits. Le manque d'enthousiasme à l'égard de l'unité européenne trahit aussi une ambiguïté américaine sur la définition de l'unité, en particulier quant aux pays qui devraient être dominants en Europe. Bon. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément que des pays soient dominants? Mais concernant l'Union européenne, on voit que c'est l'économie allemande qui domine et que en fait les Allemands contrôlent l'euro. Ça c'est ça la fait. Les Allemands contrôlent l'euro. Avec l'unité européenne, elle sera désormais fondée sur un accord entre deux partenaires à peu près égaux. À ce jour, les ajustements nécessaires au sein de l'OTAN n'ont jamais été évoqués en dépit de mauvaises tentatives en 1996 visant à promouvoir le rôle de l'Union de l'Europe de l'Ouest, coalition militaire des États d'Europe de l'Ouest. Un choix véritable en faveur de l'Europe unie contraint donc l'Amérique à une réorganisation en profondeur de l'OTAN qui limitera la prééminence américaine au sein de l'alliance. Non. Au contraire, les Américains ne veulent pas de la limitation de leur pouvoir au sein de l'OTAN. Au contraire, ils renforcent leur pouvoir au sein de l'OTAN. C'est comme ça. D'ailleurs, on a vu, quand Sarkozy est venu au pouvoir, il a placé l'état-major de l'armée française sous la coupe de l'état-major des choses de l'OTAN, qui est bien sûr dominé par les États-Unis. En bref, si l'Amérique veut élaborer une perspective géostratégique pertinente pour l'Europe, elle doit se confronter sans faux fuyant au problème de l'unité européenne et admettre un réel partenariat avec l'Europe, sachant tout ce que cette notion recouvre. Non, c'est toujours la question de la domination. Ce n'est pas une affaire de partenariat gagnant-gagnant, non. C'est pas ce que les Américains veulent. Voilà les faits. Voilà. La limite orientale de la communauté doit-elle coïncider avec la frontière de l'OTAN? Si la réponse à la première question appartient en propre aux Européens, elle a cependant des implications directes sur les décisions de l'OTAN et engage donc les États-Unis qui, à ce jour, y jouent encore un rôle prépondérant. Mais c'est ça en fait les faits. Un consensus semble s'établir en faveur de l'admission des nations d'Europe centrale au sein des deux unités, l'Union européenne et l'OTAN, mais le débat reste ouvert quant au statut futur des républiques baltes et à terme de l'Ukraine. Vous avez entendu? Je reprends. L'Union européenne et l'OTAN, mais le débat reste ouvert quant au statut futur des républiques baltes et à terme de l'Ukraine. Donc cela veut dire qu'il y a longtemps, ils ont songé à ce que les pays baltes et puis l'Ukraine entrent dans l'OTAN. Quels sont ces pays baltes-là? C'est la Lettonie, c'est la Lituanie, c'est l'Estonie. Estonie, Lituanie, Lettonie. Ouais, les trois pays baltes. Lettonie, Lituanie, Estonie. Qui faisaient partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Vous vous rendez compte? Ainsi que l'Ukraine. Mais cela veut dire quoi? Donc vous voulez positionner vos missiles de l'OTAN en face de la Russie. Donc il y a longtemps qu'ils avaient le projet de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Voilà, c'est ça les faits. L'ouvrage de Brzezinski, je vais regarder encore quand est-ce que ça a été écrit.
l'année d'édition, je vais voir si j'espère que je vais retrouver ça. J'espère que je vais retrouver ça. J'espère que je vais retrouver. Donc vous voyez, il y a longtemps qu'ils ont conçu le projet de faire entrer ces pays-là, notamment y compris l'Ukraine, dans l'OTAN. C'est un projet qui est là il y a longtemps. Vous voyez? Et ça, voilà les faits. C'est curieux, je ne vois pas la date. Il faut que je regarde encore. Excusez-moi. Je ne vois pas la date d'édition. Je ne vois pas la date d'édition. Je ne sais pas si ce que j'ai là, c'est une réédition. Je ne sais pas si c'est une réédition. Vous voyez. Mais on voit bien que ce document, qui date de plusieurs années, voilà, ça date de 1992. L'ouvrage de Brzezinski, là, le Grand Échiquier, ça date de 1992. Et lui, il a été conseiller de Jimmy Carter. Et donc, vous voyez que déjà, il parlait de faire entrer ces pays-là dans l'OTAN. Mais vous pensez que la Russie va accepter ça? Présentement, il y a un problème. Parce qu'il y a une enclave de la Russie qu'on appelle Kaliningrad. Kaliningrad est séparée de la Russie par la Lettonie. Et donc, il faut ravitailler Kaliningrad à partir de la Russie. Il faut passer, il y a des voies routières qui passent à travers la Lettonie pour ravitailler, comment on appelle ça, Kaliningrad. Mais la Russie a accusé dernièrement la Lettonie de vouloir empêcher le ravitaillement de Kaliningrad. Oui. Et il parle de sanctions. La Lettonie parle de sanctions. Mais ils ne sont pas dans l'OTAN encore. C'est dire que si ces pays-là, baltes là, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, tentent de rentrer dans l'OTAN, la Russie va les bombarder. La Russie va les bombarder comme elle le fait pour l'Ukraine. Donc il y a longtemps, on se rend compte qu'il y a longtemps que ces pays-là, les États-Unis avaient conçu déjà le projet de les faire entrer dans l'OTAN. Donc être aux portes de la Russie avec les missiles de l'OTAN et avec les troupes de l'OTAN. Mais c'est pour ça que le pape François a dit, vous êtes allé aboyer aux portes de l'OTAN. Pardon, vous l'OTAN, vous êtes allé aboyer aux portes de la Russie. Voilà, c'est ça les faits. Voilà. C'est pour ça que l'ouvrage de Brzezinski est un ouvrage important. On le voit, la problématique géostratégique européenne recoupe en partie celle qui concerne la Russie. L'avenir de ce pays pose de nombreuses questions auxquelles on ne peut se contenter de répondre en proclamant sa préférence pour une solution démocratique et la consolidation des liens étroits avec l'Europe. Il est vraisemblable qu'une Russie démocratique adhérerait aux valeurs partagées par l'Amérique et l'Europe et par conséquent pourrait jouer un rôle non négligeable dans la construction d'une Eurasie plus stable et où les différentes nations coopéreraient plus entre elles. Non, ce n'est pas ce que les États-Unis veulent. D'ailleurs, la Russie, je pense que ça, c'était une stratégie. Ils ont demandé à un moment donné à entrer dans l'OTAN. Ils ont demandé à entrer dans l'OTAN. Mais les Américains ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils voient que la Russie, c'est un gros morceau. Et ce qu'ils veulent, c'est soumettre la Russie. Voilà le problème. Bon, ils parlent de la mise en place d'un régime démocratique. Mais la Russie, c'est un régime démocratique. La Russie est un régime démocratique. Depuis l'éclatement de l'Union soviétique, il y a eu des élections régulières en Russie. Si c'est ça qui est leur critère de démocratie, il y a eu depuis Boris Yeltsin, il y a eu des élections. Voilà, c'est tout. Il y a eu des élections. Voilà. Il y a différents partis. Il y a le parti Russie Unie, qui est le parti de Poutine, et puis il y a d'autres partis. Voilà, donc c'est tout. Même en Chine. En Chine, il n'y a pas que le parti communiste, il y a d'autres partis. Voilà, il faut que les gens sachent ces choses-là. Donc c'est ça. Parmi les élites dirigeantes composées largement en matière de politique étrangère, comme dans les autres domaines d'anciens cadres soviétiques, subsiste une notion profondément enracinée. Le pays aurait à jouer un rôle international de premier plan. Cette vocation implique la subordination à Moscou
des nouveaux États indépendants issus de l'effondrement de l'Union soviétique. Or, Moscou ne cherche pas à les subordonner. Non. La Russie a établi des liens démocratiques et gagnant-gagnant avec les anciens pays de l'Union soviétique. Bon, donc c'est cela. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, la Tchétchénie qui fait partie de la Fédération de Russie, etc. Donc la Russie a des relations cordiales avec tous ces pays-là. Voilà. Mais quand on cherche à s'en prendre aux minorités russes qui sont dans ces pays-là, là, la Russie réagit. On a vu le cas en Géorgie. Voilà, donc c'est comme ça. C'est tout. Les États-Unis et les pays membres de l'OTAN, bien qu'ils évitent autant que possible de froisser l'honneur national, s'attachent avec obstination à détruire les fondations géopolitiques grâce auxquelles la Russie peut opérer, au moins en théorie, recouvrer un jour le statut de deuxième puissance mondiale qui fut celui de l'Union soviétique. Ah oui, mais voilà, c'est ça. Donc, ils ont voulu affaiblir la Russie. Voilà. Ils ont voulu affaiblir la Russie. Or, quand l'Union soviétique s'est écroulée, il y avait les accords qui limitaient, qui devaient limiter et mettre fin à la course aux armements. Mais le président Reagan a refusé. Le président des États-Unis, Reagan, a refusé. Il a mis en place ce qu'il a appelé la guerre des étoiles. Il a mis en place la guerre des étoiles. C'est-à-dire continuer de financer à grands frais la course aux armements. Parce qu'il savait que la nouvelle Russie ne pouvait pas tenir. Parce que ce pays-là avait de grosses difficultés économiques et financières. Vous voyez? Donc voilà. Qui ne veut pas la paix finalement? Alors qu'ils accusent les autres de ne pas vouloir la paix, mais leur attitude montre qu'eux-mêmes ne veulent pas la paix mondiale. Surtout, l'Amérique est soupçonnée de faire en sorte que la nouvelle organisation de l'espace européen, telle qu'elle est concoctée par l'Ouest, vise à rendre viable dans cette partie du monde un ensemble de nouveaux États nationaux faibles et de dimension réduite, en leur offrant de se rapprocher de façon plus ou moins étroite de l'OTAN, de la communauté européenne ou d'autres institutions. D'ailleurs, ils font ça en Afrique. On a vu, c'était les États-Unis qui étaient derrière cette guerre d'énervement de Tigré. C'est eux qui ont financé les rebelles tigréens. C'est eux qui ont financé les rebelles tigréens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, a eu le soutien militaire de la Chine et de la Russie. Vous voyez ce qui se passe dans le monde? C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Cette politique, cette volonté hégémonique des États-Unis, c'est terrible. Voilà, c'est terrible. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Ils ne vont pas supprimer ma vidéo. Pour ça, on a vu dernièrement le président Joe Biden, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il faut un nouvel ordre mondial sous la direction des États-Unis. Il a déclaré ça. Il a déclaré ça dernièrement. Vous voulez un nouvel ordre mondial que vous allez dominer. Mais les autres n'acceptent pas. Voilà le problème. La Russie peut-elle dans le même mouvement être forte et démocratique? Mais bien sûr, c'est ce qui s'est passé. La politique américaine à l'égard des pivots géopolitiques sensibles que sont l'Ukraine et l'Azerbaïdjan ne peut éviter ces questions. Le dilemme se résume à un choix entre équilibre tactique et dessein stratégique. Le rétablissement interne de la Russie conditionne les progrès de la démocratisation et son éventuelle européanisation. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Or, la Russie a permis à plusieurs multinationales européennes et américaines de s'implanter en Russie. Même Coca-Cola était en Russie. Toutes ces sociétés américaines qui font de la restauration, avec les nourritures, les hamburgers, ils se sont installés en Russie. Total s'est installé en Russie. Toutes ces grandes sociétés, sans faire de publicité, se sont installées en Russie. Donc c'est que la Russie s'était ouverte vraiment aux Occidentaux. On ne peut pas l'accuser de s'être recroquevillée sur elle-même. Voilà. Voilà le problème. Dans le vaste espace de l'Asie centrale, dénué de repères géopolitiques fermes, d'autres incertitudes planent, accentuées par la vulnérabilité des deux pivots régionaux, la Turquie et l'Iran. Dans la zone qui, de la Crimée
et des rivages de la mer Noire s'étend à l'est le long des nouvelles frontières sud de la Russie jusqu'à la province chinoise du Xinjiang et redescend vers l'océan Indien pour se poursuivre à l'ouest vers la mer Rouge avant de remonter au nord sur la frange orientale de la Méditerranée et de se refermer sur la mer Noire. Vivent 400 millions d'habitants répartis entre 25 États à la composition ethnique et religieuse hétérogène et dépourvue pour la plupart de stabilité. C'est pas vrai? Pourquoi? C'est pas parce qu'il y a plusieurs ethnies qu'ils sont dépourvus de stabilité. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Avec la mer en Ukraine, avec la guerre en Ukraine, la mer Noire est contrôlée maintenant par la Russie. La mer Noire est contrôlée par la Russie. La Russie avait commandé des navires auprès de la France. Mais la France traînait les pas pour livrer ces navires-là. La France traînait les pas pour livrer ces navires. Mais qu'est-ce que les Russes ont fait? Ils n'ont rien dit. Eux-mêmes, là, ils ont commencé à faire leurs navires. Parce qu'ils ont compris que les États-Unis sont une puissance navale. Et ils ne peuvent pas seulement continuer à rester une puissance intérieure, que elle aussi, il faut que la Russie aussi devienne une puissance navale. C'est comme ça que la Russie est parvenue à faire elle-même ses navires et faire elle-même ses sous-marins. C'est comme ça. Parce que la Russie veut contrôler la mer Noire et contrôler la mer Baltique. Voilà. Contrôler la mer du Nord. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, elle ne manque pas de mettre en garde les autres pays pour dire la mer qui est au-delà de la Sibérie, là, c'est à moi. Voilà, c'est à moi. Donc, voici un peu le problème. Donc, vraiment, il y a une lutte pour le contrôle de plusieurs espaces sur Terre ici et ça pose problème. Des discordes explosives couvrent dans cette zone inflammable encerclée par de puissants voisins. Tout indique qu'elle pourrait devenir le champ de violents affrontements entre les États-nations et plus probablement encore le théâtre d'insolubles conflits ethniques et religieux. Parce que font les Occidentaux? Ils veulent exacerber les différences culturelles. Par exemple, chaque fois, ils soulèvent le problème du Tibet. Ou bien, ils soulèvent le problème des Ouïghours. Les Ouïghours qui font partie de l'État chinois, mais qui sont des peuples turcophones et musulmans. Vous voyez? Ils prétendent que non, ces Ouïghours sont maltraités, on ne respecte pas leurs droits, etc. Donc, ils veulent que la Chine perde ces territoires-là, que ces territoires deviennent indépendants sur lesquels ils vont venir exercer leur contrôle. Mais la Chine ne permet pas cela. Parce que pendant un moment, on a vu certains Ouïghours mener une lutte où ils projetaient de l'acide sur le visage des Chinois qui vivaient sur les territoires ouïghours, mais qui font partie de choses de la République populaire de Chine. Il a fallu une dure répression, alors ils ont commencé à parler de droits de l'homme. Mais si tu viens projeter chaque fois de l'acide sur le visage des gens, mais tu es condamnable. Tu es condamnable. Tu es condamnable. Voilà le problème. Et le problème du Tibet, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on a vu la ville de Lhasa, qui est la ville principale du Tibet, mais c'est une ville moderne. Il y a un réseau ferroviaire qui part de Pékin jusqu'à Lhasa. Jusqu'à Lhasa, la capitale des choses, comment on appelle ça, des choses du Tibet. Voilà le problème. Eux, ils veulent fragiliser les autres États, et puis eux, ils vont rester forts. Non. Mais est-ce que la France aussi, les États-Unis, ce n'est pas un pays qui a plusieurs ethnies? Ils ont plusieurs ethnies. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Quand ils disent qu'ils ont plusieurs ethnies, ce n'est pas lié seulement à la langue. Mais les Américains qui sont d'origine irlandaise se retrouvent entre eux. Il y a des célébrations qui font les Américains d'origine irlandaise. Les Américains d'origine écossaise font la même chose. C'est comme ça. Les Américains d'origine japonaise, ils sont entre eux aussi. Donc, si on veut voir l'Amérique aussi, les États-Unis, c'est un pays où il y a plusieurs ethnies. Les Amérindiens qu'on a massacrés, qui sont dans les réserves, là, ils sont aussi entre eux. D'ailleurs, les Noirs ont compris qu'eux aussi, ils doivent se mettre ensemble. Et quand ils ont tenté ça, avec la question du Black Wall Street, on a vu comment les Blancs ont réagi. Ils ont détruit leur quartier, massacré près de 300 personnes. Donc voilà le problème. Et ils veulent affaiblir les autres et puis être forts. Mais eux aussi, il y a des failles dans leur système et dans leur pays. C'est ça les faits. Il faut comprendre ça.
Voilà, il faut comprendre ça. La puissance acquise par la Chine pose au contraire des questions géostratégiques cruciales. On ne peut exclure la perspective la plus optimiste, embrassant les principes de la démocratie et les lois du marché. Et chaque fois, ils parlent de démocratie alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas des démocrates. Bon, si on est un démocrate, pourquoi est-ce qu'on a menti à l'ONU pour aller détruire l'Irak? Pourquoi est-ce qu'on allait attaquer la Syrie injustement? Pourquoi est-ce qu'on allait attaquer la Libye? Pourquoi est-ce qu'on allait attaquer l'Afghanistan? Pourquoi est-ce qu'on allait attaquer le Vietnam? Mais la loi dit quoi? Chaque peuple est libre de disposer de lui-même. Chaque peuple est libre de disposer de lui-même et de se donner les dirigeants qu'il a choisis librement. Ce n'est pas à vous de jouer les gendarmes du monde, mais parce que le problème, c'est que les États-Unis veulent jouer les gendarmes du monde avec leurs comparses européens. Voilà le problème. Voilà, donc c'est ça. Voilà. On ne peut exclure la perspective de la plus optimiste embrassant les principes de la démocratie et des lois du marché. Elle s'intégrerait dans un pacte de coopération régionale, mais rien ne garantit que la croissance économique et la consolidation de sa puissance militaire doivent s'accompagner d'une large démocratisation. Mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Où est le pays qui est communiste? Quel est le pays qui est communiste? Parce que pratiquement tous les pays pratiquent le libéralisme économique. Même les pays pour lesquels on allait faire la guerre, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, tous ces pays-là pratiquent le libéralisme économique. La Chine, la Chine pratique le libéralisme économique. La Russie également. Et tous ces anciens pays qui faisaient partie du bloc soviétique pratiquent le libéralisme. Alors, donc de quelle démocratie vous parlez? Quels que soient alors les calculs ou les manœuvres déployées, aucun de ses voisins ne serait en mesure de s'opposer à l'émergence d'une grande Chine. Alors, mais c'est ça, on ne veut pas. On a stigmatisé la question de Hong Kong et on veut stigmatiser la question de Taïwan. Mais Taïwan, forcément, va rentrer dans la grande Chine. Taïwan fait partie de la Chine. Cette guerre qu'il y a eu entre les nationalistes du Kuomintang et puis le Parti communiste, ça va s'achever. Voilà. Dans ce 21e siècle, le problème va s'achever. Le problème qui a commencé en 1949, là, ça va s'achever maintenant. Et forcément, Taïwan va entrer dans la Chine. C'est une province de la Chine. Voilà, c'est tout. Voilà. Une telle situation serait lourde de conséquences pour les relations américano-japonaises, car il est plus probable que Tokyo se rangerait sous la bannière américaine s'il fallait s'opposer à la Chine. Oui. Mais le Japon, les Américains croient que les Japonais sont leurs alliés. Les Japonais ne sont pas leurs alliés. Les Japonais cherchent le moyen justement de se libérer de la présence militaire américaine qui a une grande base militaire à Okinawa. Voilà. Pour l'instant, ils font comme s'ils sont les alliés, ils ne disent rien, mais dans les faits, les Japonais ne sont pas contents. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Japonais, ce sont des nationalistes. Ils restent très attachés à leurs intérêts nationaux. Voilà. Si l'on veut traiter avec la Chine, il faut accepter d'en payer le prix. Entériner sa domination régionale ne saurait se limiter à une pétition de principe. Quelle réalité recouvre sa prééminence? Et plus directement, quelle sphère d'influence incluant quel pays reste acceptable pour l'Amérique et compatible avec une intégration de la Chine dans les instances internationales? Mais la Chine et la Russie sont entrés dans les instances internationales. Ils sont dans l'OMC, dans l'Organisation mondiale de la santé, du commerce. Ils sont dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ils sont dans les grandes institutions internationales. Donc, où est le problème? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis se sont rendus compte qu'en fait, la première puissance économique, c'est la Chine. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas parce qu'eux, ils veulent être les premiers. Ils veulent dominer. Or, ils veulent dominer sur quelle base? Sur la base de la force. Or, la Chine, elle dit quoi? Elle dit gagnant-gagnant. Le principe du gagnant-gagnant, win-win. Alors, et elle fait quoi? Elle propose ce qu'elle a appelé la nouvelle route de la soie. Faire des réseaux ferroviaires pour que les différents pays avec la Chine puissent converser, chacun y trouvant son compte. Ce que les Occidentaux ne veulent pas. Et ils veulent dominer. Ils veulent dominer. Depuis pratiquement le 15e siècle, ils ont dominé. Ils ont fini par dominer tout le monde entier jusqu'au 19e siècle. Jusqu'au 20e siècle.
Maintenant, les choses sont en train de changer et ils ont du mal à accepter ça. Et partout où ils sont passés, ils ont commis des génocides seulement. Génocide aux Amériques, génocide en Australie, génocide en Nouvelle-Zélande, génocide sur l'île de Tasmanie, des massacres en Afrique. Heureusement que Dieu a pitié de nous, les Africains. Nous sommes résilients, nous n'avons pas disparu avec la traite négrière. Et avec la colonisation, nous n'avons pas disparu, nous sommes là. Voilà. Et Dieu seul sait ce qui se cache derrière tous ces virus. On sait, Dieu sait ce qu'il y en est. On a voulu faire croire que le sida, ça venait de l'Afrique. On fait faire croire que le virus Ebola, ça vient de l'Afrique. Or, le virus Ebola, c'est le virus de Marboug. Ça a été conçu par un laboratoire allemand dans la ville de Marboug. Et puis, ils sont venus tester ça au Congo. La République démocratique du Congo, notamment le long de la rivière Ebola. Alors, ils ont appelé ça le virus Ebola. Alors que c'est le virus de Marboug. Ça ne vient pas de choses du Congo. YouTube, faut pas supprimer ma vidéo à cause de ces faits-là. C'est connu. C'est des faits, c'est connu. Le virus Ebola, son vrai nom, c'est Marboug. Voilà. C'est ça les faits. Voilà. Vous n'aimez pas la vérité. Et ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut aimer la vérité. Voilà, c'est ça les faits. Voilà. Vous ne voulez pas de la puissance chinoise. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la Chine s'est ouverte, mais les multinationales américaines et européennes sont allées s'installer en Chine. Pourquoi elles ont fait cela? Mais parce que la main-d'œuvre était moins chère. Donc, la main-d'œuvre non seulement est moins chère, et puis, c'était combien? 1 milliard de consommateurs. Donc, les multinationales européennes et américaines s'en sont données à cœur joie. Elles ont eu comme bénéfice des milliards de dollars ou bien des milliards d'euros. Vous avez fait de la Chine l'usine du monde, l'atelier du monde. Bon, maintenant, la Chine est devenue puissante. Maintenant, vous dites quoi? Vous ne pourrez rien contre la Chine. Hein. Voilà le problème. Donc, c'est vous-même qui avez fait de la Chine une puissance. On peut imaginer que la Corée unie choisisse de se passer de cette protection et pourquoi pas que cette condition soit le prix réclamé par la Chine en échange de son appui déterminant à la réunification. En clair, les États-Unis ne doivent pas oublier que la conduite de leurs relations avec la Chine aura inévitablement des conséquences sur la stabilité du triangle de sécurité américano-nippon-coréen. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Le problème, présentement, c'est que la Chine veut que Taïwan entre dans son giron, parce que c'est une de ses provinces. Et on a vu dernièrement le président Joe Biden déclarer que si la Chine tente d'envahir Taïwan, que les États-Unis vont réagir militairement. Pourquoi est-ce que le président Joe Biden a dit cela? Est-ce que Taïwan, ça fait partie du territoire américain? C'est-à-dire qu'il se mêle des affaires intérieures d'un autre pays. Il se mêle des affaires intérieures de notre pays. C'est ça. Les Coréens ont connu leur guerre civile. C'est les États-Unis qui se sont donné un mandat de l'ONU pour finalement diviser la Corée en deux pays, Corée du Nord et Corée du Sud. Et la Corée est divisée jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que les Coréens du Nord, ils ont tout fait pour avoir l'arme atomique. Ils ont tout fait pour avoir l'arme atomique, pour pouvoir réagir vigoureusement face à l'ingérence des États-Unis. Un scénario présenterait un grand danger potentiel. La naissance d'une grande coalition entre la Chine, la Russie et peut-être l'Iran. Vous voyez, Brzezinski, c'était quelqu'un qui avait quand même... c'était vraiment un grand géopoliticien. Et regardez ici, je relis la phrase. Un scénario présenterait un grand danger potentiel. La naissance d'une grande coalition entre la Chine, la Russie et peut-être l'Iran. Coalition anti-hégémonique. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe présentement, chers frères et sœurs? C'est ce qui est en train de se passer présentement. La coalition entre la Chine, la Russie et l'Iran, c'est ce qui se passe présentement. Brzezinski avait vu ça. Brzezinski avait vu ça. Depuis, bon, j'ai dit la date de l'édition, depuis 1991, Brzezinski avait vu ça. Brzezinski avait vu ça. Il avait vu ça. Voilà, donc, il a vu ça. Il a prédit ça. Brzezinski a prédit ça. Et présentement, c'est ce qui se passe. Il y a une alliance
entre la Russie, la Chine et l'Iran à cause de la volonté hégémonique des États-Unis. Il dit quoi? Il dit coalition anti-hégémonique, unie moins par des affinités idéologiques que par des rancunes complémentaires. Mais bien sûr, parce qu'ils ne veulent pas tomber sous la domination des États-Unis. Et ils ont raison. Ils ont raison de préserver leur identité nationale et leur indépendance. Voilà, donc c'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le président de la Russie dit? Il dit que les pays de l'Europe, de l'Union européenne, en fait, ne sont pas des pays indépendants, que ce sont des pays qui sont sous la férule des États-Unis. Mais en fait, quand on observe la situation au plan géopolitique, c'est cela. Hein? Quelquefois même, les États-Unis les disent, allez, prenez telle sanction, telle sanction. Mais en dessous, eux-mêmes, les États-Unis continuent de faire les affaires avec la Russie. Voilà le problème. Vous exigez de l'Union européenne de prendre certaines sanctions contre la Russie, alors que vous-même en dessous, vous faites du commerce avec la Russie. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Un axe sino-japonais, bien que plus localisé, serait encore plus lourd de conséquences. Il ne pourrait surgir que de l'effondrement du dispositif américain en Extrême-Orient et de la réorientation radicale de la politique extérieure japonaise. Mais les Japonais, ils sont intelligents. Ils savent que pour l'instant, ils ne peuvent pas grand-chose contre les États-Unis. Ils attendent leur heure. Mais la montée des tensions en Asie et dans le Pacifique a poussé dernièrement le gouvernement nippon à augmenter le budget alloué à la défense. Donc, là, il y a comme un retour à la militarisation du Japon. C'est ce qui est en train de se passer. Sous prétexte que la Chine menace, alors que la Chine ne menace pas en fait le Japon. Non, la Chine ne menace pas le Japon. Et les Japonais espèrent pouvoir récupérer les îles Sakhalines. Mais si c'est ça, là, seulement, ils doivent abandonner cette pensée-là. Parce que les Russes n'ont pas l'intention d'abandonner les îles Sakhalines. C'est devenu des îles très stratégiques pour la Russie. Voilà. Cet axe fondé sur une doctrine asianiste, justifiant son unité contre l'Amérique, permettrait d'associer au peuple extraordinairement dynamique. Toutefois, on voit mal comment, dans un avenir prévisible, ces deux pays réussiraient à passer outre leur contention historique pour former une alliance. Oui, parce qu'il y a un passif historique. Il faut que le Japon présente ses excuses à la Chine. Ah oui, ils doivent avoir l'humilité de le faire. Et jusqu'aujourd'hui, le Japon n'a pas présenté ses excuses à la Chine. Ils ont attaqué injustement la Chine parce que eux, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient créer ce qu'ils ont appelé la Grande Asie. C'est ce que le Japon voulait faire. C'est ça qui a été à l'origine, ce projet qui a été à l'origine de l'hégémonie japonaise en Asie. Pour improbable qu'il paraisse, aujourd'hui, on ne peut pas non plus exclure un grand réalignement en Europe sous la forme d'un pacte germano-russe ou d'une entente franco-russe. On en connaît des précédents célèbres, mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Au contraire, il y a une tension, puisque l'Allemagne, la France, tout ça, fournissent des armes à l'Ukraine contre la Russie. Donc, il y a des tensions entre ces pays-là, entre eux et la Russie. Voilà. Donc, comme on ne sait jamais, hein, les alliances peuvent toujours venir, mais on ne sait jamais. Quoi que l'avenir nous réserve, on peut raisonnablement conclure que la primauté américaine sur le continent eurasien sera soumise à de fortes turbulences et même confrontée à des épisodes de violence. Mais c'est ce qu'on voit maintenant. Donc, ce que Brzezinski a dit, c'est ce qu'on voit en Ukraine, justement, la violence. De nouveaux prétendants, de nouvelles alliances peuvent rendre vulnérable la position des États-Unis. Le système mondial dans lequel la domination américaine s'exerce et qui a fait table rase de la menace armée sera-t-il stable? S'il dure, ce sera seulement dans les parties du monde où la primauté américaine, guidée par des perspectives géostratégiques à long terme, s'appuiera sur des systèmes sociopolitiques légitimes et dénués d'hostilité de principe à l'égard des États-Unis. Mais voilà. Même ce que les États-Unis appellent les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et autres. Mais ils ont refusé d'augmenter leur production pétrolière. Hein?
pour aider l'Europe. Ils ont refusé. Comme les États-Unis leur ont demandé, ils ont refusé. Donc, une alliance, les alliances se font et puis se défont, selon les circonstances. Ce sera encore à la condition que les États s'intègrent dans des ensembles multilatéraux reliés entre eux sous l'égide des États-Unis. Mais justement, ils ne veulent pas être sous l'égide des États-Unis. Voilà le problème. Ils veulent que tout le monde soit sous leur égide. C'est ce que les gens ne veulent pas. Et c'est pour ça que les États-Unis veulent un monde unipolaire sous leur direction, sur leur impérialisme. Les autres pays, notamment la Chine, la Russie, l'Iran et autres, disent non. Ils veulent un monde multipolaire où les nations indépendantes, les unes des autres, vont librement échanger, librement avoir des relations. Voilà. Mais ils sont allés, à cause de ce projet d'un monde unipolaire, faire voter une loi au Sénat et dans la Chambre des représentants pour dire que les pays africains qui vont avoir des relations avec la Russie, les États-Unis se donnent le droit de faire des coups d'État contre ces pays-là, contre ces gouvernements-là. Est-ce que c'est normal? Mais c'est très grave ce que les États-Unis font. Mais c'est très grave. Comment un pays comme ça peut se dire un pays démocrate? Donc vous avez le droit de choisir vos partenaires, mais les Africains, les États africains n'ont pas le droit de choisir les partenaires. Mais alors de quelle démocratie vous parlez? Et vous partez voter une loi comme ça, comment des parlementaires américains peuvent voter une telle loi? Parce que ça arrange leur hégémonie. Ah bon? Parce que vous pensez que nous les Africains, nous sommes faibles. Vous pensez que nous allons rester faibles tout le temps, mais vous vous trompez. Vous avez vu la déculottée que vous avez eue en Éthiopie quand vous avez suscité cette rébellion au Tigré. Et puis ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Même pendant la guerre froide, est-ce que vous avez pu imposer vos hommes en Angola, au Mozambique, ou au Cap-Vert, ou en Guinée-Bissau? Vous n'avez pas pu le faire. Vous ne pourrez pas le faire maintenant aussi. Vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez pas le faire. Voilà. Les pays africains ont le droit de choisir les partenaires qu'ils veulent. Ils veulent échanger avec tout le monde. Voilà. Avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Europe, avec tout le monde. Ce n'est pas à vous de nous dire avec qui nous devons échanger. Mais vous vous prenez pour qui? Mais c'est ça le problème. Voilà. Les pays africains ont le droit aussi de choisir les partenaires avec qui ils veulent échanger. Voilà. Quand vous pouvez menacer les pays africains de coups d'État, etc., de les déstabiliser s'ils ont des relations avec la Russie. Mais ils avaient des relations avec la Russie avant que vous ne soyez en guerre contre la Russie. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Et le président Joe Biden qui dit que non, lui, ils vont faire la guerre en Ukraine jusqu'au dernier soldat ukrainien. Ça ne fait pas sérieux. Pourtant, de l'autre côté, ils demandent aux Américains de ne pas aller combattre en Ukraine. Voilà. Je vous remercie. Donc, je présentais encore un chapitre de l'ouvrage de Brzezinski. On voit que vraiment les perspectives de Brzezinski, il a fait de très bonnes analyses. Voilà. Et on voit que les événements qui se passent en Ukraine sont éclairés par l'ouvrage de Brzezinski écrit depuis les années 90, pour ne pas dire 91. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. J'espère que YouTube ne va pas s'en prendre à ma vidéo. Voilà. La vérité, ce sont les faits.